Chers amis internautes, bonsoir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir un homme aux multiples talents, dont seules les activités de cinéaste, conférencier, guide, entraîneur Gold Chase sont stipulées dans l'annonce de cette émission. Je ne doute pas qu'au fil de cette interview, vous en découvriez d'autres. Souhaitons donc la bienvenue à Alexandre Bellas. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jackie, bonsoir Eric. Je suis ravi d'être ici et je vous remercie pour cette invitation. Ça nous fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, que peux-tu nous dire sur ton parcours? Mais juste avant, pourquoi ce tableau derrière toi? Si je ne m'abuse, ça ressemble à un triptyque de Jérôme Bosch, non? C'est exactement ça, c'est le triptyque de Jérôme Bosch qui s'appelle Le Jardin des Délices. Un petit rappel sur Jérôme Bosch, donc c'est un peintre du XVe siècle. Et c'est vraiment un format de peinture d'ailleurs qui n'est pas tellement développé, c'est le triptyque justement en 3 parties. Et c'est très intéressant parce que dans ce Jardin des Délices, il y a la partie centrale, le Jardin des Délices, il y a la partie gauche qui est en fait le paradis et la partie droite qui est l'enfer. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Pour moi, ce tableau a déjà plusieurs symboliques parce que déjà, il est quasiment omniprésent dans mon premier film, Octobre Bleu Prusse, dans lequel je fais l'inventaire de plusieurs personnes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais surtout, c'est toujours le chiffre 3 aussi. C'est un triptyque. Ce chiffre 3, on le trouve aussi bien dans la géométrie avec le triangle, c'est un socle. On le retrouve dans la religion avec la Trinité. On le retrouve dans la philosophie avec les syllogismes d'Aristote qui se décomposent en 3 assertions, majeure, mineure, conclusion, et dans la thèse, antithèse, synthèse de la dialectique. Voilà, je m'arrêterai là. Donc il y a vraiment plusieurs raisons. Alors nos amis internautes vont découvrir que toi aussi tu as un triptyque de lecture, un canevas que tu as adopté depuis quelques années qui s'intitule Liberté, Vérité, Justice. Tout à fait, c'est vraiment un canevas très pratique c'est un outil avec lequel je peux décrypter l'actualité, les événements, tout en échappant aux clivages traditionnels qui sont les clivages politiques, religieux et même historiques. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et j'oubliais presque dans la dernière catégorie triptyque, c'est la dimension temporelle, parce qu'on peut très bien voir un défilement passé, présent, futur. Il y a tout un tas de théories sur est-ce que le passé c'était l'enfer ou c'était le paradis. Est-ce qu'on est en train d'aller du paradis vers l'enfer? Ça colle assez bien d'ailleurs avec la situation qu'on est en train de traverser, je pense. Et qu'est-ce que tu peux nous dire pour compléter le bref résumé que j'ai fait de ton parcours? Parce que j'ai parlé que de l'actualité finalement. Oui, alors dans les grandes lignes, moi je suis, disons, un enfant de Meudon-la-Forêt dans la banlieue de Paris. Mon père m'a appris très jeune à jouer aux échecs. Pour revenir sur la situation professionnelle, en fait, j'ai déjà une première grande partie dans le domaine informatique. On va faire des grandes tranches. Et donc ça me passionnait assez puisque c'est vraiment, le domaine scientifique, c'est vraiment le centre de l'exactitude. Je dirais que la vérité scientifique n'a pas grand-chose à voir avec la vérité philosophique. Donc moi, j'étais très attiré par ça, la nécessité de faire des programmes où tout soit très propre, très précis. Et la moindre erreur, évidemment, peut être fatale. Donc j'ai une grande période comme ça. Ensuite, et ça m'a permis aussi de goûter au monde des grandes entreprises, mais si ça a été une confrontation avec moi-même en me disant, mais finalement, oui, je suis chez AXA en train de mettre à jour les gros plans de mise à jour des contrats d'assurance IARD, mais à un moment donné, je me levais le lundi matin, je me disais, mais en fait, ça ne me satisfait pas, parce qu'en fait, il y avait toujours une dimension, que ce soit dans l'informatique, des grandes entreprises, ou plus tard avec la création de mon site de soutien scolaire, il y avait toujours une dimension, une fibre qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas oxygénée, c'était la créativité, le besoin de créer, que ce soit des concepts, que ce soit artistiquement, littérairement. Mais voilà, ces mondes de l'entreprise étaient pour moi très étouffants. Donc voilà, donc il y a eu cette période informatique. Ensuite, il y a la période où j'ai pris une certaine autonomie puisque j'ai créé mon propre site de soutien scolaire, qui existe toujours d'ailleurs, www.leprof.fr. J'ai eu la chance d'avoir ce nom générique, libre, où tout le monde se battait dans le début des années 2000 avec l'explosion de l'Internet.
Et donc, à travers là, vient la transition, parce que j'ai pu mettre à profit mes outils, ma connaissance informatique, toute la rigueur nécessaire, et j'ai surtout utilisé du PowerPoint et créé des diaporamas, des premières vidéos, utiliser Visual Basic, qui est un langage de programmation qui permet d'automatiser les enchaînements des vues. Voilà. Donc ça m'a fait une transition petit à petit à faire des vidéos. Ça a été aussi le passage. Bon, faut savoir que ce site www.leprof.fr compte à peu près quand même 240 000 visiteurs sur quelques années. Et ça a été un passage justement avec une meilleure maîtrise des outils médias, des outils vidéo, avec, je me suis dit d'un seul coup, finalement, j'ai réveillé une très ancienne passion sur le cinéma, puisque j'ai écrit on verra plus tard si on revient par là, bon, j'ai écrit des scénarios, déjà j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc je vais peut-être en montrer. Oui, montre-nous. Tu m'en as parlé, mais je n'avais pas vu. C'est vrai que ça donne des choses comme ça, alors je ne sais pas, on ne va pas voir grand-chose, mais voilà, c'est là, ce sera difficile à voir quelque chose, mais quels étaient les sujets de ces scénarios? Alors, il faudrait que je me replonge, effectivement, mais c'était assez, on va dire, c'était une observation quand même de la vie quotidienne. C'était, oui, je pense qu'on voit assez mal ici. Mais en vérité, c'était une observation et puis une imagination, en fait, à faire rencontrer des personnages. Alors, comme je regardais pas mal aussi de films policiers à l'époque, bon, ça donnait des choses comme ça donnait... Enfin, il y a beaucoup de... Pas très bien, ça se confond avec le fond de... Il y a beaucoup d'écritures. Des pages et des pages, mais bon. Enfin, voilà. Non, mais j'ai gardé... Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'il y avait le Canard enchaîné qui faisait tous les mercredis après-midi une séquence sur le cinéma avec des articles. Donc, je découpais tous les articles de l'époque. Ouais. Je pense qu'on ne voit pas très bien. Et ça me permettait à la fois de m'inspirer, de trouver les critiques qui étaient faites sur les films qui avaient du succès à l'époque. Voilà. C'est quelque chose qui est récurrent chez toi, c'est que tu souhaites et tu voudrais apprendre aux gens et aux jeunes en particulier à exprimer leur créativité. Et donc, c'est un sillon que tu creuses, c'est vraiment ta ligne de conduite pour leur apprendre à être autonome et à pas faire leurs propres analyses et de là dégager une opinion personnelle. Tout à fait, c'est une bonne transition parce qu'en réalité, je pars un peu du dictat que quelle que soit l'échelle des capacités de chacun, il y a toujours la place pour une vocation, pour quelque chose à cultiver. Je pense que malheureusement, la société n'entraîne pas les personnes dans cette direction à essayer de puiser dans leurs ressources et déjà de croire en elles, de croire qu'elles ont des ressources. Après, il y a tout un travail d'incitation et de motivation pour cultiver ces ressources. Mais voilà, je pense que chacun doit... Une société idéale, on aura l'occasion de parler dans l'ensemble de l'émission de l'état de la société par le diagnostic que j'en fais, mais une société idéale, en particulier, c'est une société où chacun doit pouvoir exprimer et développer une vocation. Alors, tu as commencé par écrire ces scénarios à l'âge de 13 ans, et puis ensuite, il y a eu une longue période hors du cinéma, et tu y es revenu il y a peu de temps, donc tu es un jeune cinéaste, mais tu t'es rattrapé parce que depuis 6 ans, tu fais un film par an quand même. C'est vrai. Donc, tu l'as remarqué, effectivement, c'était un peu le challenge que je m'étais donné aussi. Je me suis dit, après tout, challenge pour challenge, c'était déjà un challenge de se dire, de créer des films 100% en autodidacte, sans aucun appui logistique, sans être du tout intégré dans le microcosme parisien. Donc, en fait, la force qui m'a porté à faire des films tout seul, parce que c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, c'est quand même une dinguerie, c'est en fait aussi, c'est inversement proportionnel à comment dire, je ne veux pas dire la colère, mais vraiment l'urgence de dénoncer. L'urgence de dénoncer, effectivement, et aussi d'être complètement scandalisé, voilà, par le déclin accéléré de la société dans laquelle je vivais, et où je voyais effectivement ces 3 valeurs fondamentales, liberté, vérité et justice, complètement massacrées.
Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est venu assez naturellement. Je me dis, bon, bien sûr, je peux commencer à faire des podcasts, je peux écrire. Mais je trouvais que l'alliage de l'image et de la puissance de feu cinématographique, j'ai trouvé à ce moment-là que c'était vraiment un boulevard à prendre, quoi. C'est-à-dire que je pense même, avec beaucoup de prétention, et tant pis, que le cinéma était vraiment à une échelle, enfin, je veux dire, à sa, je dirais pas à ses balbutiements, mais il y a tout un tas de sillons qui n'ont pas été explorés pour moi. C'est-à-dire le sillon à la fois pédagogique, euh, passage de messages, et tout ça habillé finalement pour moi tout ce qui est image, décor. Le centre de mes films, c'est de la narration, c'est du message. Et le reste, c'est un peu de la vie. C'est déjà une autre façon d'approcher le cinéma. Effectivement, un film, c'est à la fois une narration, une musique, une image, un fond, des comédiens, des aspects techniques, et tu fais tout seul. Tu ne savais pas que c'était impossible, donc tu l'as fait. C'est exactement ça. J'ai lu cette phrase un peu après avoir démarré. J'ai appris cette phrase et j'ai dit, bon, bah, j'ai plongé dans le bain. Je suis dans le bain, là. Ben oui, effectivement. Comment tu as fait? Parce qu'on parle toujours des budgets que demandent les films. Et quand des films à grand succès que l'on connaît sont des budgets absolument colossaux. Et comment as-tu pu réaliser ces films? Ben, souvent, j'ai envie de dire avec des bouts de ficelle, hein. C'est-à-dire même le premier film, en fait, je vois qu'il tient tout à fait la route aujourd'hui, mais je vais pouvoir le masteriser. C'est ça qui est intéressant parce que comme je l'ai construit, j'ai évidemment les sources et je peux les retravailler. Et si je veux, je peux revenir sur certains films où je vois qu'il y a de la matière à masterisation. Mais en réalité, vu que la source en fait de la création, c'est d'abord un message et un sujet. Un sujet et un message. Quel était le sujet? Je vais prendre l'exemple simplement du premier film, parce que finalement, c'est le premier film qui est l'impulsion dans la route cinématographique. C'était en fait de passer un message de force, en fait, entre la réunion de trois personnages qui sont complémentaires, qui sont dans le monde. Si la régie veut bien, on va montrer la première affiche de ton premier film qui date de 2019. Et ça se calque avec une date bien connue du confinement. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, tu as continué un film par an. Donc le premier film, c'est Octobre bleu Prusse, qui réunit trois personnages, hein, Engels, Love, et puis le stratégique Napoléon, ambitieux. Je te laisse le commenter. Si la régie veut bien montrer cette affiche, et puis on parlera des films à suivre chaque année. Merci la régie. D'accord. Oui, alors ça, effectivement, ça va dans la bonne ligne, effectivement, avec ce qu'on était en train de dire, parce que là, clairement, la source, parce qu'en fait, il faut bien une idée, c'est comme dans n'importe quelle création, que ce soit un livre, un tableau, un film, il faut qu'il y ait une idée, une impulsion d'origine. Et là, je me disais, dans la situation de 2019, c'est venu assez naturellement, finalement, parce que là, en fait, quelle est la symbolique de ces trois personnages? Un représente le monde du sensible avec la musique Ludwig van Beethoven. Un représente le monde de l'intelligible avec le philosophe allemand Wilhelm Georg Friedrich Hegel. Et un représente la dimension stratégique avec Napoléon Bonaparte. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai vu ce film et je l'ai créé en voulant apporter un outil. Un outil. À l'époque, c'était beaucoup les gilets jaunes. Ça peut être à toutes les personnes qui voulaient se soulever, qui voulaient être, être plus forts dans leur révolte. Simplement, plutôt que d'être dans, on y viendra plus tard, je préfère vénérer certains aspects que la dénonciation, plutôt que d'être simplement toujours dans la dénonciation, de regretter que, de trouver dommage que, c'était d'apporter un outil pour apporter de la solidité psychique même. Mentale, solidité mentale. C'est-à-dire qu'en fait, chacun qui est armé de l'intelligible et du sensible et du stratégique, ça fait un bon guerrier, quoi. C'est ça, aujourd'hui. Moi, je considère qu'aujourd'hui... Tu invites tes spectateurs à analyser la situation. Exactement, à travers le filtre de trois personnalités qui ont marqué leur domaine, justement, sur ces trois dimensions. Alors, l'année suivante, tu as réalisé 2084, la ligne jaune. Alors, on va voir la deuxième affiche.
Et là, il s'agit d'une fiction, je crois. Alors, tous mes films sont des fictions. C'est volontaire. Ça me permet aussi d'insérer des personnages qui n'ont pas existé. Sauf que là, évidemment, c'était une fiction aussi, le premier film, et les personnages ont réellement existé. Par contre, la rencontre avec Iéna n'a pas existé. Alors, 2084, La Ligne jaune, c'est une fiction, et comme je dis à chaque fois, c'est certainement le film le plus visionnaire que j'ai fait. Pourquoi? Parce que, en fait, ce film, oui, il apparaît en 2020, mais l'écriture du scénario commence déjà en fin 2019. Et en réalité, dans ce film, et ça, on voit encore à quel point ça s'est amplifié depuis, elle bâtit un personnage principal qui est la mort. Et je démontre dans ce film qu'en fait, la mort est quasiment le meilleur complice de la sphère politique. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand on nous parle de l'euthanasie, l'aide à la mort? Franchement, je ne pensais pas, j'aurais voulu me tromper, parce qu'en 2020, quand je fais ce film, je crée un personnage qui est la mort et qui est évidemment scandalisé par deux phénomènes qui sont qui remontent aux années 80, c'est-à-dire à la fois l'allongement de la durée de la vie et l'expansion de la démographie sur Terre. Donc évidemment, dans ce film, le personnage principal saisit la sphère politique et dit « moi ça ne va pas du tout, il faut que vous fassiez une constitution ». D'ailleurs, elle écrit elle-même une constitution en 9 articles pour abolir ces deux phénomènes naturels, l'allongement de la durée de la vie et la démographie, l'expansion de la démographie. Elle est fortement remise en question aujourd'hui avec la nouvelle loi sur l'euthanasie. Oui, et puis même le programme de Klaus Schwab avec la dépopulation, quoi. Moi, je ne connaissais même pas Klaus Schwab quand j'ai fait ce film. Oui, oui. Il y a vraiment un fil conducteur puisque après l'année suivante, en 2021, tu titres ton film « Le besoin de vérité, de liberté et d'oxygène ». Tout à fait. Là, c'est évidemment pas du tout par hasard. C'est la troisième affiche pour la régie. Et là, c'est évidemment pas du tout par hasard. Les titres, je les travaille pas mal parce qu'en général, j'hésite, j'en mets 2, 3 pendant toute la durée du scénario. Après, j'en arrive à 2, je restreins, et puis il y en a un qui est définitif, mais qui traduit normalement, qui est un visage, un miroir du film. Et effectivement, à cette époque-là, on est en plein la période des masques obligatoires. Donc le mot oxygène n'est pas choisi par hasard. Le mot de liberté non plus. Voilà. Et vérité, parce qu'on nous accable de pas mal de mensonges, on nous affuble de beaucoup de mensonges à cette époque-là. Et surtout, quand même, ce qui est primordial et essentiel dans toujours la source, parce qu'il y a une idée source, en fait, qui est en fait l'idée directrice, le moteur du film, le moteur du scénario, je veux dire, avant que ce soit un film, eh bien, c'est un hommage à cette grande dame qui est la philosophe et résistante Simone Veil, avec un W. Il y a encore beaucoup de gens qui confondent Simone Veil et Simone Veil. C'est pas du tout les mêmes personnes. Non. Et d'ailleurs, tu en parles beaucoup de Simone Veil, on en reparlera plus loin dans l'émission à propos de tes écrits philosophiques et puis même des conférences que tu donnes un peu partout, on en reparlera. Si tu me permets, j'aimerais bien aux auditeurs de la lecture d'un petit extrait de l'article que tu as consacré à Alexis Leroy sur ce film. Et je le cite, il dit « C'est une œuvre puissante par la force de ses symboles, de ses protagonistes, de ses intentions, de ses propos où l'idéologie humaniste rejoint le lyrisme politique et la science libertaire. Le besoin de vérité, de liberté et d'oxygène prend de nouveau dans la merveilleuse filmographie d'Alexandre Bellas les allures d'un manifeste pour une société plus libre, ou d'un pamphlet contre les manipulations savamment mises en place et en ordre par nos gouvernements. » C'est un bel hommage. Un très bel hommage. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce critique qui n'est pas du tout dans les mondanités du microcosme, qui est vraiment spontané, ce qu'on appelle vraiment l'amateur de cinéma, et qui a lui-même son propre site, je crois que ça s'appelle « Il était une fois le cinéma ». Hommage en passant à Alexis Leroy. Oui, oui. Alors, suit en 2022, il était une fois le dernier cinéma de Paris. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce sujet? Ben, c'est vrai qu'on est encore en plein dans la période vraiment troublante et anxiogène avec le confinement, toutes ces anomalies, en fait, le fait de devoir déclarer des formulaires pour aller chercher sa baguette de pain. Enfin, on était vraiment encore
situation. Donc ce sujet, il est clairement, donc, qu'est-ce qui se passe? Il est plus ironique, ce film. Oui. Le ton est plus ironique pour ce film, non? Le temps est? Le ton, c'est ironique. Oui, enfin, c'est ironique, oui. Enfin, c'est un peu une critique quand même assez cinglante de ce qui pouvait être une perspective de ce qui pouvait nous arriver. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi ce dernier cinéma de Paris? C'est par une succession, il fallait gérer un peu une succession chronologique dans le scénario, et j'ai toujours un dieu éloigné sur une galaxie éloignée qui s'appelle Demos Chronos, et il voit arriver des humanoïdes. Donc il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours entendu du bien de cette planète Terre, pourquoi ils veulent tous la fuir? Et c'est comme ça qu'il apprend petit à petit, grâce à la complicité d'une déesse Métaphora, qu'il existe en fait beaucoup de contraintes de plus en plus importantes sur Terre, et qu'en réalité, sur toutes les plus grandes métropoles de la planète Terre, sont réduites à ne faire plus qu'un seul cinéma. C'est ce qu'on appelle le dernier cinéma de Paris, dans lequel, en fait, il y a une duperie, parce que les gens sont confinés, enfermés chez eux, mais une fois par an, ils ont le droit de sortir au cinéma. Alors, ils sont ravis, ils font des queues énormes entourés de policiers, et en fait, à la dernière minute, ils sont piégés, parce que ces cinémas sont des interrogatoires. Ce sont des systèmes d'interrogatoire, et suivant le taux de bonne réponse, on est envoyé dans des camps qui ressemblent un peu au goulag, mais qui sont appelés centres de réhabilitation citoyenne. Ça nous pend au nez, hein. Je sais pas. On verra. On fait tout pour que ça dépende de l'autre. Oui. Alors en 2023, tu continues avec les premiers pas vers un nouveau monde. Et là, tu changes d'ambiance puisque ça se passe à l'église Saint-Roch. Je te laisse en parler. Alors oui, c'est un film qui est effectivement assez original de ce côté-là, puisqu'il se passe entièrement dans l'enceinte de l'église Saint-Roch. Et là, la tension du film tourne autour de plusieurs dimensions qui sont, pour cette église pas assez connue, c'est à la fois la dimension artistique, architecturale et historique. Donc elle a vraiment plusieurs dimensions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont eu leur sépulture ou leur cérémonie de décès à l'intérieur de l'église Saint-Roch, comme l'écrivain Bossuet, le peintre Fragonard, l'écrivain Corneille. Le nôtre aussi, le jardinier, l'architecte. L'architecte de Versailles, le nôtre, un peu plus, pas seulement jardinier, mais aussi architecte. Et aussi, on a des très beaux bustes et sculptures à l'intérieur. Il y a une sculpture de Jeanne d'Arc. Et dans le déambulatoire de la chapelle de la Vierge, il y a de très beaux tableaux. Simplement parce qu'à un moment donné, Saint-Roch a dû faire office, à un moment donné, pendant les périodes de détérioration, à être un réceptacle de recevoir des tableaux d'autres églises de Paris. Ah, d'accord. Et pourquoi la dimension historique? Pour le faire très court, parce qu'il y a encore sur la façade de l'église Saint-Roch les marques des balles lorsqu'il y a eu une insurrection des royalistes en 1795 qui a été matée par Napoléon Bonaparte sous l'ordre de Murat. Donc il y a vraiment une riche histoire de cette église Saint-Roch. Bon, pour la faire très court. En quoi représente-t-elle les premiers pas vers un nouveau monde? Parce qu'alors je fais défiler plusieurs vagues successives avec la progression du film qui dure à peu près 1 heure, je crois. Et donc il y a à la fois la vague justement religieuse, spirituelle, ensuite une deuxième vague historique, mémoire de l'histoire en fait, historique, mais référence à nos personnages qui sont nos ancêtres, qui nous habitent en fait, et puis une projection avec une interrogation purement christique. C'est-à-dire qu'à la fin du film, je fais détacher le Christ de la croix. Et en fait, puisque c'est une souffrance, souvent d'ailleurs pour des gens qui ne sont pas catholiques, croyants de façon très intense, c'est toujours une interrogation et une souffrance que de voir ce Christ crucifié sur la croix. Donc j'ai voulu le libérer, et à l'intérieur du film, d'ailleurs il voyage le Christ à l'intérieur de l'église Saint-Roch. Par un jeu de trucage, je l'ai détaché de la croix, et ça pose des questions à la fin, justement, pour une proposition d'ouverture vers un nouveau monde. Un dialogue, une proposition de dialogue avec le public, voire les fidèles.
C'est ça, un échange en fait entre le Christ et tout ce que renvoie en fait cette église Saint-Roch. En fait, à un moment donné, il y a tout qui se cristallise entre l'architecture, l'histoire, la mémoire, la beauté du lieu. Et en fait, on est un peu submergé, enfin je l'ai été personnellement d'ailleurs en filmant à l'intérieur. Et donc il y a vraiment une rencontre avec le Christ. Il y a des interrogations. Moi, mes films se contentent de faire des questions et des interrogations. C'est pas que je m'interdis, mais c'est que j'évite de poser des réponses. Oui. Ça revient un peu à ce que je te disais tout au début, je préfère poser un socle d'une grande liberté, après à chacun de rebondir à sa façon, de s'intégrer à sa façon dans ce socle. Le socle, liberté. C'est ça qui est très intéressant. Quel est le retour que tu as sur ces films? Parce que je te disais, c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre, de discuter, d'apprendre à bien faire la thèse, l'antithèse, la synthèse. Mais est-ce qu'il n'arrive pas qu'au bout du compte, on se dit oui, mais alors je sais bien défendre le pour et le contre, le beau et le laid, ce qu'on veut, mais et moi, où je me situe là-dedans? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que les gens sont perdus ou au contraire, est-ce que tu leur permets de retrouver leur essence propre? Alors, je crois que par rapport aux questions qui sont posées, souvent lorsque je fais des projections plus débat derrière, oui. Il y a de réactions assez différentes parfois. C'est-à-dire, j'ai vu aussi bien un public qui était un peu abasourdi parce qu'il découvrait que j'étais pas croyant ou catholique, bien que je suis vraiment attiré par tout ce qui est sacré, transcendant, vertical, de l'au-delà. Enfin, ça ne veut pas dire que je suis pas un athée, quoi. Mais en réalité, il y avait même une personne qui avait surpris tout le monde et disant, ah ben, vous êtes dans le verdissement. C'est-à-dire, j'étais en chemin, j'étais tout près, en fait, d'aller vers la croyance et vers la révélation. La révélation, un catholicisme beaucoup plus assumé. Et en réalité, j'ai ce côté assez nominaliste. Je me souviens d'une revue qui était dans la revue Nouvelle École, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, très vite je crois. C'est-à-dire que, tu sais une façon de définir le nominalisme, c'est de dire je vois le cheval, je vois pas la chevalité. Donc je trouve qu'à force de se barricader ou de se cacher derrière des étiquettes, on fait obstruction à la vérité, en fait. Moi, j'ai pas besoin de. Peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent chrétien. Je ne veux pas les empêcher de me trouver chrétien. Mais en fait, j'ai pas la nécessité de m'enfermer dans des étiquettes. Par contre, je peux m'exprimer sur un sujet en long et en large. On peut être dans la spiritualité sans observer le dogme d'une religion. Absolument, mais tu sais qu'aujourd'hui, on a vite fait d'être étiqueté malgré soi. C'est les autres. Enfin, je ne viendrai pas sur certains termes, on pourra y venir plus tard peut-être. Mais il y a des choses sur lesquelles on a à peine le temps de s'exprimer qu'on est déjà placardé, quoi. Oui, et puis les gens, les jeunes, j'allais dire les jeunes, non, mais les jeunes comme les moins jeunes, se cachent beaucoup, et quand ils ont c'est pas un courage, mais quand ils osent dénoncer quelque chose, ils le font violemment, voire méchamment, à travers l'anonymat d'un écran, l'anonymat de faux comptes, Twitter et autres, et les gens se perdent avec ça. Ça, plus la difficulté de connaître un vocabulaire précis et élaboré qui donc annihile la pensée finalement. Donc ça devient de plus en plus difficile, je trouve. Oui, c'est vrai, il faut faire un effort pour la bâtir. Il faut recouper aussi plusieurs lectures. Il ne faut pas hésiter à avoir des auteurs qui sont sur des frontières pas forcément, disons, immédiates. En fait, il y a des superpositions, il y a des intersections, mais ils ne sont pas forcément du même courant. Je veux dire, pour moi, un communiste ne doit pas lire que des auteurs communistes. Un royaliste ne doit pas lire que des auteurs royalistes. Et pour compléter la réponse sur les gens dans la salle, comment ils réagissaient, en fait, il y en a un, par contre, qui était des fois un fervent catholique, qui était un peu ulcéré, qui était devenu un peu plus agressif. C'était le film Uchronitch parabolique, d'ailleurs. Parlons-en, justement. Dans ce film, tu as eu l'audace de réunir, et l'originalité, de réunir le personnage Zarathustra de Frédéric Nietzsche avec Victor Hugo. Il fallait y penser quand même.
Oui, c'est vrai que c'est un cheminement aussi. Et en fait, j'ai cette tendance, et en fait, c'est assez. En fait, c'est la force de l'imagination. Je veux dire, en fait, il y a des choses qui sont impossibles dans la vraie vie, mais par contre, avec le cinéma, l'imagination et la construction et la créativité, on peut rendre des choses possibles, des choses qui ne l'étaient pas, quoi. C'est-à-dire, en plus, il y a beaucoup de symbolique. C'est vrai que moi, tel que je voyais la projection de l'Europe quand on nous a parlé, on nous a vendu l'Europe, c'était d'abord une Europe culturelle, une Europe Oui. en termes de civilisation d'un niveau élevé, parce que les Allemands nous ont apporté beaucoup de philosophes de très haut niveau, et les Français ont une richesse de littérature qui est vraiment formidable, quoi. Et on a les Italiens, on a les Anglais aussi. Donc en fait, c'était ça l'Europe pour moi. Donc vouloir réunir à nouveau un puissant allemand et un puissant français, il y avait aussi un sous-jacent quelque chose comme ça déjà. Et ensuite, je voulais réhabiliter les deux, c'est-à-dire sortir là encore des étiquettes. Nietzsche, Friedrich Nietzsche n'est pas seulement un philosophe. Avec ce livre, Ainsi parlait Zarathustra, il s'avère être un grand poète. Et Victor Hugo, à travers ses écrits, où il est rentré plus finement dans la description des anomalies de la société, s'est avéré, on va peut-être pas dire un philosophe, mais en tout cas un ethnologue de la société, quoi. Donc, je voulais les rapprocher sur des domaines, alors qu'ils sont par ailleurs assez diamétralement opposés sur la question de la religion, de la croyance et de la... Mais complémentaires sur d'autres aspects, puisque on évoque la liberté ou la vérité, là, ils se rejoignent tous les deux. Je vais me référer à nouveau à Alexis Leroy, qui vraiment t'aime beaucoup, et à juste titre, et qui dit que suite à la sélection du festival Découverte, organisé par le cinéma Saint-André-des-Arts, le meilleur retour, c'est Alexis Leroy qui l'a fait dans la revue Il était une fois le cinéma, où il publie un article très élogieux, Art de l'écriture, critique magnifique, il a perçu le message que tu voulais faire passer. Et il écrit Zarathustra, la créature de Friedrich Nietzsche, va quitter sa montagne après 10 ans de solitude pour revenir vers les hommes. Il va être déçu par un premier contact avec une foule qui ne le comprend pas. Il va se mettre en recherche de véritables compagnons et va rencontrer Victor Hugo sur les hauteurs de Força Real dans les Pyrénées-Orientales. Et de là va naître en Zarathustra une puissante inspiration et la volonté d'offrir à l'homme un chemin pour sortir de sa souffrance et de sa misère. Quel programme! C'est vrai. Si tu veux bien, on a prévu de montrer la bande-annonce de ce film. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il arrive bien, ça dure 3 minutes et c'est l'annonce du film Uchronitch parabolique. Déjà, voilà, tu l'as dit, parce que là, j'en ai vu beaucoup qui me disent, oh là là, c'est difficile à dire. C'est parfait. Évidemment, il y a le jeu de mots avec une uchronie qui rassemble deux personnalités et Nietzsche. Je veux dire, ça, c'était sur un plateau. Évidemment. Alors, on regarde si la régie veut bien lancer la bande-annonce de ce film. Merci. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa simple chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard et il dit à Zarathustra: Ne va pas auprès des hommes. Reste dans la forêt. Demeure auprès des bêtes. Les pensées qui arrivent à pas de loup, ce sont elles qui mènent le monde. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'art est rien que l'art. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. La vérité est comme un ciel. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est ici, en l'an 2024, sur les hauteurs du mont Força Real, que se rencontrèrent ces deux sommets de la poésie, autant lyrique, allégorique que philosophique. Victor Hugo et Friedrich Nietzsche. Oh, comment ne brûlerais-je pas du désir de l'éternité,
du désir de l'anneau des anneaux, l'anneau nuptial du retour. Jamais encore je n'ai rencontré la femme de qui j'eusse voulu des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité. Il lui fallait saisir cette occasion unique pour braver les rires et la torpeur des derniers ignorants qu'il avait croisés en quittant sa montagne, et révéler à tous les hommes de bonne volonté qui voudraient sortir à jamais de cette chape de plomb posée sur l'humanité, ce que serait le surhomme du XXIe siècle. Un alerteur, un phare, un guerrier combattant pour le beau, pour le bien et pour le juste, un protecteur des peuples, un gardien de l'humanité. Zarathustra voulut accompagner ce mouvement inéluctable de l'histoire en rendant hommage à son compagnon Victor Hugo qui reposait au Panthéon. Ce fut aussi ses premiers pas pour encourager et saluer la libération progressive de toutes les forces productives de paix, de beauté, de vérité, de justice et de liberté qui vibraient dans le cœur de tous les peuples. Magnifique. Alors, sortir de la chape de plomb à travers ce film, c'est aussi un hommage que tu lances aux lanceurs d'alerte, justement. Exactement. Ce film est effectivement la dernière partie du film est vraiment. Alors évidemment, c'est un hommage, et un encouragement. Et un encouragement parce que en fait, le chemin laborieux et difficile, on le sait ici comme ailleurs, du lanceur d'alerte, c'est qu'il doit nager à contre-courant, quoi. Et c'est beaucoup plus facile d'être dans le courant et de faire le mouton ou l'autruche. Et donc, effectivement, à un moment donné, dans ce film, j'ai voulu saluer aussi les efforts, le courage et la combativité des lanceurs d'alerte, tout à fait. Et à ton avis, que diraient Nietzsche et Victor Hugo sur la passivité des individus, des citoyens de notre monde d'aujourd'hui ? Ceux qui ne veulent pas savoir, ceux qui disent « je ne me sens pas concerné ». Nietzsche serait absolument révolté parce que lui, Nietzsche, sa philosophie, c'est une invitation à prendre la maîtrise de soi-même, à essayer de se développer et à développer une autonomie critique. Donc, se tenir à l'écart des événements de la société, ce n'est pas une attitude ni critique ni courageuse. Parce qu'en fait, c'est préférer le confort de nager dans le flot de la conformité, mais simplement on est entraîné aussi dans un courant qui mène à sa perte, et on ne le voit même pas en fait. Et les lanceurs d'alerte sont là pour éveiller, pour ouvrir les yeux par rapport à ce courant qui a l'air très confortable et qui nous entraîne en fait dans le mur. Oui. Alors Victor Hugo, je n'ai pas réfléchi à ce que dirait Victor Hugo sur cette question, mais lui-même, il s'est exilé sur les îles du New Jersey parce qu'il était en conflit avec le régime. Donc, il a été très républicain. Et en fait, la force de Victor Hugo et ce qui est le plus honorable dans sa partie, non seulement il était dramaturge, écrivain, mais aussi sa carrière de député. Et donc, il s'est quand même facilement affiché et déplacé auprès des barricades, quand il y a eu lieu les révolutions. Il a été quand même très proche du peuple. C'est pas du théâtre chez Victor Hugo. Il avait fait un discours aussi. Là, il y a le discours que j'ai repris entièrement dans le film, discours formidable, où effectivement il dit il faut combattre la misère et la pauvreté. Ce n'est pas simplement un confort de discours politique sur la tribune et sur l'Assemblée nationale, c'est que ça doit vraiment être une volonté qui va jusqu'à son terme. Et donc il était vraiment réellement très proche de la condition du peuple, Victor Hugo. Donc il n'aurait pas compris qu'on puisse carrément ne pas se révolter face à des énormes injustices, si je peux répondre brièvement. Oui, c'est une invitation, si on peut dire, à prendre possession de son propre état pour établir sa vision des choses et devenir acteur et pas simplement spectateur passif. C'est ça, être acteur de sa propre vie et se sentir un acteur qui s'intègre dans la société, qui va
non seulement aider les autres, mais faire grandir l'ensemble de la société. Alors, au-delà de tes films, et on parlera en fin d'émission du prochain film, celui qui est en cours, mais on va parler de tes autres activités, puisqu'elles sont nombreuses. Et tu as, entre autres, écrit des articles de philosophie sur justement les mêmes sujets que tu traites dans tes films, sur le syllogisme paradoxal. Tu as écrit dans la revue Nouvelle École, en 2018, et puis ensuite tu nous en parleras sur Simone Veil, bien sûr, dans l'espace philosophique. Je te laisse parler. On commence par le syllogisme paradoxal. Alors oui, parce que en fait, dans l'ordre chronologique, c'était en 2018. Donc tout ça, en fait, participe à un réveil. J'ai vraiment insisté. Voilà, c'était dans cette revue. Alors, je pense que si je suis là, c'est mieux. Hein. Voilà, il ne faut pas l'approcher trop près. Et là, on voit très bien. Et en fait, j'ai eu la très agréable surprise parce que je ne connaissais pas quelles étaient les intentions de l'éditeur. Donc voilà l'article, là, comme c'est sur la... Ouais. Donc on va essayer de voir comme ça. Il ne faut pas que je me rapproche trop. Non, c'est trop près, là, on voit pas. Je suis très loin. Donc en tout cas, le tableau, c'est un tableau fait par Rembrandt qui représente Aristote face à Homère. Donc ça, c'était vraiment la surprise une fois que l'article a été distribué. Donc cet article, effectivement, je les mets en relief, ces deux articles, parce que pour moi, c'est majeur, même dans la construction cinématographique, puisqu'en réalité, j'ai beaucoup insisté pour avoir ce qu'on appelle, on parle de nombre de caractères dans l'édition, et j'ai quasiment obtenu, j'ai poussé chaque semaine Alain de Benoît, le patron de cette revue, à augmenter, m'accorder une page de plus, et j'ai passé 3 mois à écrire cet article parce que c'est vraiment une invention conceptuelle. C'est-à-dire que là, je ne me contente pas de faire un article sur un sujet philosophique, mais le syllogisme paradoxal est réellement une invention conceptuelle. D'ailleurs, j'ai commencé à faire une conférence, et je vais renouveler ça en 2026. En fait, pour le faire très court, c'est un concept, le syllogisme paradoxal, qui s'appuie à la fois, et ça va faire une excellente transition, sur l'outil mathématique qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, et sur les syllogismes d'Aristote. Donc on va voir, alors c'est peut-être pas, voilà, bon, pour en dire 2 mots, on pourra en revenir très, très rapidement, je pense, sur la première diapo, mais on n'y est pas encore. Alors, le deuxième article, c'est l'article sur la philosophe et résistante Simone Veil. Donc là, c'était dans la revue Crisis Philosophie. Oui. D'accord, je crois qu'on voit. Et peut-être que ça sera un peu loin, mais en fait, voilà, l'article s'intitule Simone Veil, une météorite dans l'espace philosophique. Alors, pourquoi une météorite ? Je pense que ça se voit, ouais. Ça va, on peut faire un petit peu. Bon, en tout cas, là on a disparu, c'est revenu. Pourquoi une météorite ? Parce que je vais m'étendre un tout petit peu sur ce deuxième article qui est consacré entièrement à Simone Veil, mais aussi à son implication et à sa présence aujourd'hui parmi nous, son actualité. Une météorite parce qu'elle est née en 1909, elle est décédée en 1943, donc elle a une vie de 34 ans. Mais en 34 ans, elle a vraiment un parcours qui lui permet à la fois de prendre des positions politiques. Elle a aussi beaucoup de déplacements en tant qu'enseignante, parce qu'elle est agrégée de philosophie. Une des plus jeunes de l'école normale supérieure rue d'Ulm, elle a une agrégation de philosophie à l'âge de 22 ans. Et ensuite, elle est impliquée, bon, bien évidemment, elle a un circuit d'enseignants, ça ne se passe pas très bien, ni avec ses collègues, ni avec les autorités de l'éducation nationale. Ensuite, elle veut vraiment aller sur le terrain, elle va à Berlin sur place pour mesurer par elle-même la progression du nazisme, elle va sur la guerre franquiste en 1933, elle va rejoindre De Gaulle avec son mouvement de résistance, la France libre, en 1943, et elle va aux États-Unis après avoir installé ses parents en sécurité d'obédience juive, et elle fait tout un circuit, elle demande à son ancien camarade de classe d'Henri IV, Maurice Schumann, de faciliter sa venue à Londres pour rejoindre la France libre. Enfin, elle est vraiment d'une dynamique et d'un activisme. C'est loin d'être la philosophe pantouflarde dans un bureau capitonné à la Sorbonne. Ce qui la caractérise, si tu me permets de compléter, c'est
c'est qu'elle estime que la notion de travail comme valeur humaine est sans doute l'unique conquête spirituelle qu'ait faite la pensée humaine depuis le miracle grec. Et dans son ouvrage L'enracinement, elle insiste sur la dimension spirituelle du travail manuel qui doit être au centre de la vie sociale. Et elle pense que tous les êtres humains sont liés par des obligations identiques, même si elles s'accomplissent différemment selon les circonstances, et que seul le devoir envers l'être humain en tant que tel est éternel. Donc c'est gloire à l'homme humain. C'est tout à fait ce qu'il la résume, effectivement. Et d'ailleurs, tu fais très bien de citer ce livre, L'enracinement, puisqu'il y a le premier chapitre qui est Besoin de l'âme. Et notamment par rapport au statut du travailleur, justement, elle regrettait qu'on veuille limiter avec son échelle des grandes usines qu'elle a connues, qui étaient l'échelle, je ne sais plus comment on les appelait, ces espèces où on voulait à tout prix augmenter le bénéfice et la rentabilité, et donc l'échelle du travail horaire avec des machines qui prenaient de plus en plus le pas sur l'humain. Et elle disait qu'effectivement, il y avait un processus inversé, parce que finalement, c'était l'homme qui se mettait au service de la machine plutôt que la machine au service de l'homme, entre autres. Et le besoin de l'âme, c'est quand le travailleur, justement, était dépossédé de sa dignité, puisqu'en fait, il n'était plus qu'un maillon dans le processus industriel des machines, des usines, en fait. Alors, on a un internaute qui nous dit, d'ailleurs, on appelle, l'éducation nationale, ce qui s'appelait instruction publique. L'éducation, c'est les parents qui la donnent. Ben oui. C'est vrai qu'à l'époque, ça s'appelait beaucoup plus instruction publique, je crois. Oui, même si les parents aujourd'hui démissionnent souvent, justement, auprès des professeurs, mais aussi auprès des soignants, des praticiens de santé. J'en sais quelque chose. Docteur S, lui, il dit, non, madame, à vous à lui expliquer, quoi. Je veux bien, mais c'est pas mon rôle. Oui, il faut quand même qu'on fournisse quelques éléments, j'imagine. Est-ce que c'est parce que toi aussi tu as fait H4 comme Simone Veil que tu t'es intéressée à elle? Alors c'est vrai que ça a été, je te remercie de déborder juste sur cet aspect-là, parce que en réalité j'ai eu beaucoup de chance pour faire ce film, que l'improviseur m'a quasiment donné le trousseau de clés. J'ai pu accéder à des espaces dans l'intérieur, dans l'enceinte du lycée Henri IV. En tant qu'ancien élève du lycée Henri IV, je reçois toujours la revue du lycée Henri IV, mais ça, je n'avais accès à ces lieux, c'était même impossible du temps où j'étais élève. Et évidemment, c'était une grande satisfaction, un honneur de pouvoir recirculer dans des espaces qui avaient été parcourus par Simone Veil, parce qu'effectivement, Simone Veil, comme son ami, Maurice Schumann, pas son compagnon, son écolier, son camarade d'école, était au lycée Henri IV. Voilà. Donc effectivement, ça donne une dimension encore plus intéressante de se sentir au moins retracer les pas de Simone Veil, c'est quand même quelque chose. C'est toujours très émouvant quand on circule dans les pas d'un personnage connu et brillamment connu comme ça, dans les lieux, qu'on occupe les mêmes lieux. C'est très émouvant. Je comprends tout à fait. En anecdote, comme tu le sais, moi j'avais un cabinet d'orthodontie et c'était la reprise du premier cabinet d'orthodontie qui a existé en France, peut-être au premier dans l'histoire, quoi, déjà en début des années 1900. C'était assez extraordinaire. Oui. Et donc, j'avais tous les moulages de cet homme qui s'appelait Pierre Robin. Enfin, c'était très émouvant quand on arrive oui, parce qu'il y a eu un vécu dans peu de personnages prestigieux, oui, dans tous les domaines. Et alors, dans ton cycle de conférences, tu en as une que tu les as faites plusieurs fois, une seule fois. Tu es appelé à voyager pour faire ces conférences. Je sais que tu peux aussi les faire à la demande pour des groupes ou des familles qui voudraient. Tout à fait. Alors en fait, celle que j'ai le plus pratiquée, on va dire, c'est la conférence sur Simone Veil, justement, mais je l'ai fait pour l'instant que sur Paris. Il y a eu un très beau local qui s'appelait Les Miroirs de l'âme, mais je pense que la personne, enfin c'est même certain, elle a arrêté ses activités, mais en fait parce qu'elle simplement elle a déménagé, qu'elle est partie ailleurs. Oui. Et donc je l'ai fait aussi à Paris. Voilà, en fait pour l'instant c'est cantonné à Paris, mais j'ai ouvert sur le blog, je l'ai bien
spécifié. Je suis aussi en contact avec des gens en province, comme on dit, Paris n'est pas la France, hein, donc je suis tout à fait ouvert à aller sur des sites de province. C'est en discussion, c'est lent. Mais pour l'instant, concrètement, factuellement, je n'ai fait ces conférences que sur Paris, y compris celle sur les syllogismes d'Aristote. Ça, je pense que je vais vraiment le développer. En fait, je développe toujours récemment, d'ailleurs, c'était au mois de... il y a 2 mois, en mai de cette année. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, je fais toujours ça sous l'effet d'une impulsion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais cette théorie, cet article, c'est resté dans un tiroir. De la même façon que mon premier film Octobre Bleu Prusse, qui était fait pour être un outil intelligible, sensible, stratégique, à la portée de tous les guerriers et les guerrières, ça a fait un peu, voilà, tant qu'on n'est pas assez entouré, pour, si tu veux, à mon échelle, par exemple, parce que je suis aussi, du fait que je suis assez solitaire, il y a une contradiction. Alors là, j'ai dit, effectivement, dans la situation, dans le contexte où on se trouve, mais il y a urgence, tu as trouvé exactement le vrai mot tout à l'heure. Des fois, je suis simplement poussé par l'urgence. C'est dire, mais maintenant, il faut vraiment mettre les syllogismes en avant. Pourquoi ? Parce que si je le tiens en une seule phrase, et les syllogismes, c'est une excellente antidote au sophisme. Et on est noyé de sophisme par les médias mainstream qui nous mentent matin, midi et soir. Ils utilisent des sophismes, et des sophismes de plus en plus énormes. J'en ai quelques exemples que j'ai donnés pendant ma conférence sur les syllogismes. Puisqu'on est sur ces conférences, on peut en parler. Eh bien, ça a été le tous vaccinés, tous protégés, par exemple. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un sophisme vraiment très scandaleux parce qu'il s'attaquait à la jante très jeune avec le fameux camion Skyrock que je cite souvent parce qu'il disait, voilà, un excellent sophisme. Parce qu'il disait, en fait, si tu es contre le vaccin, tu es pour le virus. Alors c'est du grand art le sophisme, parce que tu dissimules ça à la pompe à vélo dans les cerveaux encore pas tout à fait développés et critiques, que ça crée vraiment un cataclysme. Alors la définition du syllogisme par Aristote, qui est le philosophe de l'Antiquité, quand même, sa définition, c'est un raisonnement dans lequel certaines choses étant posées, quelque autre chose en résulte nécessairement par cela seul qu'elles sont posées. Oui, c'est la définition de base, puisque c'est Aristote le créateur, mais un énorme syllogisme que tout le monde a connu pendant la guerre d'Irak, c'est le même processus. C'est quand Bush nous disait, si vous n'êtes pas pour notre intervention en Irak, c'est que vous êtes pour les terroristes. Eh bien oui, non. Tu as une image pour illustrer, pour expliquer ce qu'est le syllogisme. Si la régie veut bien passer cette photo sur un exemple de syllogisme paradoxal. Tout à fait. Alors comme ça nous permet d'enchaîner. Alors oui. Alors on pourra revenir sur les conférences parce qu'il y a la conférence sur l'âge d'or du cinéma italien. Mais on pourra revenir dessus. Ça s'intègre très bien maintenant, pourquoi pas. Merci. Alors voilà, exactement. C'est très bien vu parce que finalement ça s'intègre bien ici. C'est-à-dire, si on pouvait voir la partie en remontant un petit peu, parce qu'on n'a pas la partie rouge. Parce qu'à la limite, le titre en haut, voilà. Ouais, même le titre en haut. Alors, dans la partie rouge, il y a écrit « Aucune de ces conditions n'est seulement remplie. Voilà. Nous ne sommes donc pas en démocratie. » Alors, voilà pourquoi c'est un exemple de syllogisme paradoxal, parce qu'il s'appuie à la fois, et c'est le passé au très bon moment, on est à peu près aux 2 tiers de l'émission. En réalité, on va rappeler très rapidement, en moins d'1 minute, un exemple très simple de raisonnement par l'absurde mathématique. Par exemple, on va démontrer par l'absurde oralement que l'ensemble des entités naturelles n'admet pas de plus grand nombre. Qu'est-ce que c'est que de faire un raisonnement par l'absurde, de poser par une hypothèse fausse? Si, admettons que l'ensemble des entités naturelles admettent un plus grand nombre, appelons-le n, ajoutons 1 à n. On obtient un nouveau nombre qui s'appelle n', qui vaut n plus 1. N' est plus grand que n. Donc, on a bien démontré que la contradiction, c'est impossible. N' est plus grand que n. Donc, n ne pouvait pas être le plus grand de tous les nombres. Donc, il n'existe pas de majorant à l'ensemble des entités naturelles. Eh bien, on fait exactement l'utilisation des syllogismes d'Aristote. Je vais faire le même processus. Je vais placer l'hypothèse et affirmer que nous sommes en démocratie. Ah, il faut pas la faire disparaître.
Oui, on a besoin du support là, parce qu'il faut s'accrocher quand même. Oui, il faut s'accrocher. Alors, qu'est-ce qui définit une démocratie? Dans une démocratie, il y a à la fois une séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, une liberté de la presse et des contre-pouvoirs, un président qui ne peut rien décider tout seul sans consulter les autres autorités, une Assemblée nationale qui joue un vrai rôle d'opposition et pas de chambre d'enregistrement, des opposants qui ne sont pas muselés ou intimidés ou mis en garde à vue, hein, voire pire, je n'ai pas voulu mettre, mais dès qu'ils ne répètent pas le narratif officiel. Oui. Eh bien, faisons le constat, c'est la troisième assertion d'un syllogisme d'Aristote, aucune de ces conditions n'est actuellement remplie. Donc l'hypothèse de départ, démonstration par l'absurde, nous ne sommes pas en démocratie. Alors Eric a une question fétiche, il va te demander, sommes-nous dans un état de droit? On pourrait effectivement faire une démonstration par l'absurde pour montrer que, alors en fait, j'ai envie de répondre en deux temps. Oui. Le droit existe, les pavés de droit civil, de droit constitutionnel, ils sont bien dans les armoires, dans les étagères des placards. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont appliqués? Voilà, c'est-à-dire est-ce que la justice fonctionne? Est-ce que les magistrats font appliquer ces pavés de droit administratif, droit juridique, droit social, droit des entreprises? Et là, la réponse quand même est assez flagrante. Je dirais, moi, ce qui me choque le plus, puisqu'on est sur cet axe juridique, c'est le fossé qui existe dans la vitesse d'exécution de la justice quand il s'agit des personnes qui font partie de l'élite et quand ils font partie de la couche inférieure de la population. En fait, hein. Parce qu'on va mettre tout de suite en prison une ménagère qui, le 20 du mois, étant découvert, et va voler un steak sur Carrefour pour nourrir son enfant. Elle est directement en prison. Par contre, les nombreux cas que je ne vais pas citer, ils sont recasés dans des postes tout à fait honorables par un jeu de chaises musicales. Et en fait, la justice est non seulement très lente avec eux, mais souvent, le plus souvent, il y a même sans suite, affaires classées sans suite. Comme les magistrats pédophiles qui continuent à exercer. Alors là, si Jackie traîne sur ce terrain-là, on ne va plus avoir 1h30. Ça va être beaucoup plus. J'en ai beaucoup à dire là-dessus aussi. Oui, je m'en doute. On va continuer sur le sujet de tes conférences avec l'âge d'or du cinéma italien. C'est ça, en fait, voilà. Il y a, en fait, là encore, tu vois, il y a toujours le chiffre 3. Trois natures de conférences. La conférence sur Simone Veil, les syllogismes d'Aristote et l'âge d'or du cinéma italien que je n'ai pas encore fait, que je prépare et que je vais faire publiquement donc dans le dernier trimestre 2025. Et il y a de fortes raisons aussi à cela, parce que d'une part, l'âge d'or du cinéma italien se situe, c'est ce qu'on appelle le néo-réalisme. Il se situe dans la période 1939-1944 et même un peu au-delà, jusqu'à 1950, on trouve encore des films alors les grands cinéastes représentatifs de cette époque, c'est Fellini avec la Rome ouverte, par exemple, dans les grands repères, en fait. Vittorio De Sica avec Le voleur de bicyclette. Et puis Pasolini avec Théorème, avec beaucoup d'autres films. Pasolini qui a très mal terminé, qui a été aussi un opposant au système et que ça lui a coûté assez cher. Et donc pourquoi cette période elle est passionnante? Sur deux éclairages en fait. D'une part parce que le cinéma, il faut voir qu'il est en train d'exister alors qu'on est en plein fascisme italien, en fait, en régime totalitaire et dictatorial. Donc il est obligé de trouver la ligne de crête pour ne pas se faire censurer. Et c'est un cinéma original parce qu'il y a en fait entre documentaire, parce qu'en fait, tant qu'on filme la rue, on n'est pas poursuivi. On peut filmer des bottes, des soldats en bottes, franchir les rues. Et voilà, et c'était ce qui était très intéressant dans le néo-réalisme, et je pense qu'il faudrait même le réhabiliter. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, les films ne se tournaient pas dans le studio, mais dans la rue, sur des lieux publics, et il n'était pas forcément fait avec des véritables acteurs professionnels, mais avec des gens qui incarnaient leur rôle, leur rôle réel dans la vie, le même rôle. Et donc, on voit très bien sur cette période très instructive une espèce d'évolution en fait qui évolue du documentaire à un peu plus d'opposition plus ou moins affichée. Tu vois, il y a un glissement. Sam Léo pour son commentaire là, sur pendant le confinement les rayons des livres qui étaient interdits. Là. Ah oui, d'accord. Sam Léo participe beaucoup dans chaque émission. On le remercie. Très bien. Et donc, ces séries
Pourquoi? Parce que non, mais c'est très. Et en fait, il y a une analogie avec la situation d'aujourd'hui, parce qu'en réalité, on peut espérer qu'on est aussi dans une phase transitoire entre je ne vais pas parler de dictature, mais en tout cas, j'ai démontré par l'absurde qu'on n'était plus en démocratie. On est peut-être déjà dans un état totalitaire. Donc après, la prochaine marche d'escalier, c'est la dictature. Donc si on ne veut pas y arriver, il faut quoi? Il faut comme en 1945, une libération. Donc en fait, le cinéma, le néoréalisme qui s'articule autour des années 39-45, qui sont des années passage de guerre à libération, on peut faire une certaine analogie avec notre période. C'est aussi ce qui m'intéresse dans cette période du cinéma italien. J'ai fini là-dessus. Oui. Avant de parler de ton diagnostic politique et de ton analyse de la société, on va finir avec tes activités. Finir. on va parler de tes visites guidées également qui complètent tes conférences, puisque tu as des circuits personnalisés. Tu veux en parler? J'en parle, je vais aller ça parce que je vois qu'on a encore 2 grands blocs. Oui. Ça pas vite. Donc en fait, des visites guidées toujours dans l'approche et la démarche de vouloir plutôt vénérer le beau, le libre, le vrai, le juste, plutôt que de dénoncer, de regretter, de manifester. C'est ton sillon, c'est ta ligne. Absolument, c'est mon cap, c'est ma ligne, c'est mon sillon. Et donc c'est pour ça, dans ce sillon, je fais un circuit personnalisé au cimetière du Père-Lachaise, dans lequel je fais découvrir les tombes des grandes personnalités dans le domaine littéraire, scientifique, culturel et même artistique. Et je vais le faire rapidement, mais l'originalité de ce circuit, c'est que pour justement rendre hommage à l'âme de ces personnalités, je choisis volontairement une citation que je dis devant la tombe de chaque personnalité. Donc, j'ai choisi une citation, je l'ai dit, c'est leur âme, en fait, qui s'exprime. Alors, et le circuit se termine par la tombe de Rembrandt, avec son célèbre tableau « La liberté guidant le peuple », et toutes les confusions qui sont autour de Rembrandt dans son régime politique. Est-ce qu'il a voulu un peu flatter un tel régime, mais sans y appartenir vraiment? Enfin, il y a une confusion, on n'a pas le temps. Une autre visite, c'est l'église Saint-Roch, évidemment, comme j'ai tourné entièrement un film. J'aime à nouveau rebondir sur l'église Saint-Roch pour en vanter toutes les qualités artistiques, architecturales et historiques. Il y a un circuit original avec les statues de Lyon aussi. Le statut de Lyon, alors là, il n'y a pas forcément un fil conducteur historique, c'est plus purement la beauté sculpturale. C'est vrai qu'il y a plusieurs derrière l'hôtel de ville, la place de la République. Il y a 3-4 points qui ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. Celle-là, je ne l'ai pas encore faite, c'est un peu dans les projets. Voilà. Du pain sur la planche. Alors, nous arrivons maintenant à une analyse sur la période trouble et riche à la fois qui se situe entre la Révolution française et la fin de la guerre en 1944, où tu constates que la société est bien malade. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère qu'on est vraiment dans une période trouble qui ressemble un peu à ces périodes troubles qu'on peut être 1789 ou 1944, où, en fait, pour être sur la période la plus proche, on peut considérer que beaucoup de gens se sont auto-révélés des très grands résistants dès qu'on est sorti de la guerre. C'est toujours facile. Il y a ceux ils font les autruches pendant 5 ans, et puis à la sortie de la guerre, ils étaient toujours d'excellents résistants, d'avant-garde. Enfin, c'est phénoménal. On va retrouver ça. Je pense que ça fait partie d'une permanence de la nature humaine. Alors, comme je voudrais bien qu'on arrive à avancer sur tout ça, je parlerai parfois un peu plus rapidement, mais quand même en essayant de rester concis et clair. Oui, je considère qu'on est vraiment entré dans une société malade, et il y a un symptôme très précis et très récent. On vient d'avoir 2 courbes, les courbes de naissance et les courbes de décès, qui se croisent, et pour la première fois, je ne dirais pas depuis toujours, mais depuis très longtemps, on a une courbe des décès qui l'emporte sur la courbe des natalités. Donc ça, symboliquement, c'est très pénible, et c'est déjà un premier symptôme de... Une société malade, oui. Et une société, en fait, on le voit très bien, on voit la logique satanique qui est derrière cette société qui est en train de se mettre en place. Quand on s'attaque, et ça, je n'ai plus le temps de renvoyer à mon film de 1084, La ligne jaune, parce que dans les 9 articles de la Constitution, c'était exactement ça. On va s'attaquer aux 2 bouts de la chaîne. En fait, on va diminuer les naissances et on va accélérer les décès. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Soit par le jeu des lobbies pharmaceutiques, soit par le jeu de la législation. Qu'est-ce que c'est que l'aide à la mort? On ferait mieux de penser à une société
de bonne santé, ce serait une société qui promulguerait l'aide à la vie, non? Je sais pas. Avec la complicité de l'OMS, tu sais que c'est un sujet qui m'est cher. Ça, évidemment, on ne sait pas l'OMS qui va nous sauver de la situation. Non. Et donc, et une société malade aussi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'État a perdu toutes ses fonctions, la bonne application des fonctions qu'on lui attribue, c'est-à-dire l'insécurité, la paupérisation, l'appauvrissement de la classe moyenne et même de la globalité de la population, puisqu'on arrive à un seuil de 10 millions de pauvres en France. On a des États, en fait, qui sont beaucoup plus soumis aux puissances des lobbies mondiaux, et notamment les 4 lobbies les plus dangereux pour nous, pour notre société dans l'état actuel, c'est les lobbies agroalimentaires, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies militaro-industriels et les lobbies bancaires. En fait, au lieu que l'État joue un rôle de défendre les intérêts du peuple, il joue un rôle de défendre les intérêts des lobbies, qui va complètement à l'encontre. C'est tellement, non seulement il abandonne sa fonction de défendre les intérêts du peuple, mais en fait, il va dans le sens de la destruction du peuple, ce qui est beaucoup plus grave. Oui, on peut dire que le pouvoir est corrompu de façon indécente, qu'il est absolument obscène. Les professionnels de la politique sont aux abonnés absents. Il n'y a pas de motion de censure. Quand il y a des motions, c'est juste les 49.3 pour nous interdire encore ça, plus ça, plus ça. L'opposition, est-ce qu'elle est réelle? Voilà. C'est un peu quand même comme dans la dissidence. Hein. Oui, après, c'est compliqué, la dissidence. On va faire une émission entière sur la dissidence. Oui. Parce que là, ça fait partie, quand je dis période trouble, c'est qu'effectivement, il y a ce que j'appellerais, moi, des forces tampons. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien pour qui ils travaillent. Ils sont un peu des relais, des tampons. Il faut être quand même très observateur pour voir des mécanismes un peu bizarres, on va dire, pour pas dire, parce qu'on n'a pas le temps de développer plus. Et surtout, on a une éducation en berne, parce qu'une éducation, il ne faut quand même pas oublier, la classe de l'enfance, c'est à la fois la catégorie la plus vulnérable et aussi laquelle intrinsèquement possède la plus grande puissance, puisque c'est en elle qu'on repose les germes de la future nation. Je veux dire, c'est l'avenir. On doit lui transmettre des choses. La pédagogie est hyper importante. Or, quand on a simplement le souci de leur apprendre la sexualisation à 3 ans et de réserver des salles pour apprendre à se masturber, pour apprendre à savoir ce que c'est qu'un clitoris ou un pénis, comme si c'était l'urgence prioritaire pour l'éducation des enfants, ben c'est scandaleux, quoi. C'est simplement une société en effondrement. On les détruit physiquement avec la santé, avec tous les 14 vaccins obligatoires maintenant depuis janvier 2025. Et puis, si ils arrivent à vivre dans un état de santé correct, on les pervertit mentalement, moralement par cette fameuse éducation à la sexualité, les incitations aux substances illicites, les écrans, tout est fait pour détruire la jeunesse, qui représente pourtant l'avenir de l'humanité. C'est exactement ça, et c'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de démonstration par l'absurde pour dire qu'on n'était plus en démocratie. Et là, je voudrais vraiment, c'est l'occasion, à ce moment-là, si tu veux, de notre émission, de rendre hommage à cette grande dame qui est vraiment pleine de bravoure, qui pourrait, dans le confort de sa position c'était pas vraiment son épouse, mais c'était sa maîtresse, donc je parle évidemment de Christine Devier-Joncourt, ancienne maîtresse de Roland Dumas, lui-même ministre sous l'ère de Mitterrand, et ô combien elle était bien placée à l'intérieur du système, dans le ventre de l'ours, pour pouvoir évaluer les choses de façon la plus réaliste et la plus concrète et la plus exacte, que je voudrais bien lui rendre hommage avec ces quelques lignes, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux pour définir la démocratie. Donc elle dit les choses comme ça: nous leur donnons une once de pouvoir et ils perdent tout sens commun. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus ils s'en donnent à cœur joie, perdent le sens des réalités et franchissent allègrement et sans état d'âme l'inacceptable. Et au plus haut niveau de la pyramide, ils n'ont plus rien d'humain.
Comment ose-t-il se poser en donneur de leçons, parler de probité, d'intégrité, de franchise, quand se multiplient leurs égarements et que les affaires de corruption et autres méfaits les éclaboussent? Et là, la définition sur la démocratie, mais c'est tellement d'actualité. Elle est d'actualité. Nous sommes devenus un immense peuple de moutons à tondre, tandis que la démocratie n'existe plus depuis longtemps, et tout dépend maintenant du pouvoir de résistance et de révolte des peuples. Oui, de tout un chacun. Oui. Bravo Christine pour ton courage, on te salue, je t'embrasse. Coucou. Oui, une grande dame qui a montré son courage et qui... Et je dirais ce qui fait... Vents et marées, oui. Ouais. Et je dirais ce qui fait aussi sa qualité, sa supériorité, c'est qu'en fait, elle a mis l'amour de la vérité au-delà de l'amour du confort. Elle aurait pu très bien se contenter et s'en accommoder. Alors elle en subit toujours les conséquences, hein, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche est complètement dépassé dans notre pays de Pédolande? Il y a un point de... Alors, effectivement, si on veut, pour aller dans le sens de l'éthique et pour passer de l'éthique aux politiques, moi, en fait, pour l'instant, j'avais, comme tu l'as vu à travers mes activités, en fait, une démarche qui consistait à vénérer le beau plutôt que dénoncer le laid, vénérer le libre plutôt que dénoncer l'aliénation, voilà, dénoncer le faux, mais plutôt vénérer le vrai, enfin voilà, toujours dans cette démarche. En résumé, c'est agir pour plutôt que manifester contre. Exactement, ça se résume parfaitement comme ça. Alors, j'ai voulu faire un état des lieux, parce que je me suis dit, il y a quand même une avancée, il y a des personnes qui ont réfléchi profondément à comment changer cette constitution, et ça, c'était le mot-clé, la constitution. Et je vois deux personnalités qui se sont vraiment démarquées dans la dernière décennie, c'est Étienne Chouard, d'une part, avec son idée des ateliers constituants, et puis Valérie Bugeaud avec son site Révolu Droit. Je les ai vus une fois sur une émission qui a bien voulu réunir avec la Bouvier, et en fait, ça s'est pas très bien passé. En fait, ils se sont achoppés. Justement, quand je disais tout à l'heure, ma lecture de triptyque liberté, égalité, justice me permet de me dégager de ces clivages droite-gauche, comme tu viens de dire, qui sont obsolètes, religieux, protestants, catholiques, musulmans, et de l'autre clivage historique. Et eux, ils se sont un peu achoppés sur le clivage historique. On pouvait les attendre là, parce qu'évidemment, il y en a un qui est plutôt, on va dire, à gauche pour caricaturer, c'est Étienne Chouard, et Valérie Bugeaud, plutôt une conservatrice de droite. Oui. Évidemment, sur 1789, Chouard voyait les monarchistes comme des méchants qui exploitaient les gentils Français. Et donc, ça passait pas comme interprétation un peu simpliste. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas développé sur le reste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que clairement, il faut partir des réalismes et des objectivités. C'est-à-dire que, premièrement, avoir une certaine... Ne pas perdre conscience de la méfiance nécessaire vis-à-vis de la nature humaine. Il y a de très grands auteurs comme Molière qui a dépeint toutes les faiblesses et les forces des caractères humains, les caractères de la bruyère. Céline qui a dit ce dont il faut se méfier toujours, c'est l'homme. Le cardinal de Sales, qui était un cardinal, je crois, de la région d'Annecy, disait attention parce que derrière tout homme, il y a l'hommerie, etc., etc. Bon. Partant de là et partant de la permanence et de la continuité de la nature humaine, on doit prendre cela en compte et il faut à tout prix une constitution solide. C'est pour ça, j'aimerais bien, c'est peut-être le moment pour passer la diapositive. Si notre régisseur bien-aimé veut nous envoyer la diapositive de l'éthique politique. C'est ça. À travers laquelle tu vas nous expliquer ta stratégie politique, ce que ce serait pour toi. C'est ça. C'est-à-dire que là... Peut-être on peut peut-être agrandir ou la mettre en plein écran pendant que tu commenterais, même si on ne nous voit pas, de façon à ce que tout le monde puisse lire. Même plein écran, si on ne nous voit plus, c'est pas grave. Alors effectivement, moi, c'est si tu veux, pour être à peu près réaliste, parce qu'en fait, il y a plein de mouvements qui se préparent actuellement dans la dissidence pour évidemment pour 2027.
Bon. Mais ceci dit, je ne vois aucun de ces mouvements mettre en avant des choses qui me paraissent fondamentales, parce qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais il y a déjà un nombre de privilèges exorbitants dans la classe politique. On voit tous les jours des énormités concernant des primes de nuit, des primes abusives, des logements de fonction, des factures gratuites, des facilités de transport. Moi, si j'étais président, je voudrais payer ma facture d'électricité comme Charles de Gaulle. D'accord ? Et donc, en fait, si on parle d'un constat de la situation actuelle, voilà les 4 points. Alors, on verra après c'est pas grave, si on peut pas l'avoir plein écran, bien que si tu as pas la petite flèche en bas à droite qui permet de tout mettre en plein écran ? Oui. Bon. Ah oui. Et nous, tu peux pas nous supprimer. Bon, ben, ouais, mais c'est pas mal. Écoute, on va se débrouiller comme ça. Donc, pour moi, ce que je voudrais voir comme déclaration officielle, et même dans les professions de foi, qu'on ne voit jamais. Et quand j'ai voulu faire le tourniquet et la transition avec la nature humaine, il faut bien comprendre que la meilleure garantie, c'est d'avoir à la fois réellement des contre-pouvoirs, ce qui manque aujourd'hui, on le voit bien, avec l'absence totale de contre-pouvoir. Il faut que ce soit entériné. Parce que le plus gentil des dissidents, lorsqu'il rentrera dans l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas en perspective la volonté ferme d'abroger les privilèges, c'est pas la première chose à laquelle il va s'attaquer, et on ne sait jamais la branche sur laquelle on est assis. Bien sûr. Ces privilèges, ils les conserveront. Et moi, je suis très sensible à ça, parce que moi, je considère que l'avènement à une profession politique ne doit pas être déterminé par l'avènement à une situation professionnelle et situation, rémunératrice. Moi, je voudrais voir dans la classe politique des gens qui ont des véritables vocations, qui sont attachés à liberté, vérité, justice, et qui en font leur cheval de bataille, et qui ne vont pas à la politique pour aller à la, on appelle ça, la soupe est bonne, quoi. La soupe est bonne, donc je n'ai plus l'expression, mais c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est absolument indispensable pour moi, et je voudrais le voir dans les professions de foi, chez les dissidents, les plus gentils dissidents. Ils n'écrivent jamais dans leur prospectus la mise en place de véritables contre-pouvoirs, avec des assemblées, même si Bonneveille, elle s'est penchée là-dessus, parce qu'on a parlé à son époque déjà de la liberté de la presse et comment c'était muselé. Eh bien, en fait, il faut qu'il y ait réellement des contre-pouvoirs, et notamment la mise en place de référendums périodiques, avec une consultation fréquente du peuple sur les thèmes les plus cruciaux, la santé, la sécurité. Il y a longtemps qu'on n'a pas connu ça, puisque même quand on a eu des référendums, ils n'ont pas été respectés. Oui, le référendum de 2005, tout le monde est resté assis là-dessus, parce que c'est vraiment le plus gros scandale du XXIe siècle pour ce qui concerne la vie de l'État français. Oui, tout à fait. Et il faut absolument avoir des antennes extérieures réellement indépendantes qui sont constituées par des jurys. Et je pense que ça doit être des jurys qui ont une certaine rotation pour éviter l'encroutement et les habitudes et les routines. Il faut que ce soit des gens qui permutent peut-être tous les 3 ans et qui soient aussi élus par des jurys populaires. C'est-à-dire il faut couper tous les phénomènes et les mécanismes des petits copains. Parce que les dissidents d'aujourd'hui, ils font exactement la même chose. Et moi, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je pense qu'on n'est pas parti, on n'a pas envie de remplacer une tyrannie par une autre tyrannie. Et aujourd'hui, des groupes et des partis qui font des très bonnes choses, qui sont dans le souverainisme et qui revendiquent des idées souverainistes, il nous faut passer par le Frexit. Mais je vois bien qu'il y a des couronnes, ils sont tous excités à la moindre excitation, ils voient déjà qui va être placé comme ministre, etc. Moi, je dis que pour être placé comme ministre, il faut d'abord mettre en avant la compétence. C'est pas la longévité, c'est pas je le connais depuis 5 ans, c'est pas il travaille avec moi, il est docile, il est gentil. Non, ça on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, si on veut prendre les choses en main... Il est moins intelligent, donc je peux briller. Exactement, tu me l'enlèves, tu me coupes l'herbe sous le pied, puis moi, toujours que ces gens-là, mais non, ils veulent toujours s'entourer de personnes qui ne leur feront pas d'ombre. C'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, plus nous obliger, je pense, je fais référence à l'Europe, nous obliger à obéir à des gens qui ne sont pas élus. Alors là, c'est le summum, que ce soit le summum, bien sûr. L'Europe ou que ce soit l'OMS. Je reviens toujours à ça. Tedros, il a été élu par personne aussi. Et tout le monde obéit. Les 194 pays obéissent. Aucune légitimité, bien sûr, là, les personnes adultes. C'est une mafia. C'est une mafia. À partir du moment où tu as une caste qui impose des règles et des lois et de l'austérité à toutes des populations,
Eh bien, c'est simplement l'échelle d'une mafia. Alors avant que l'on se quitte, avant de conclure cette émission, on va parler de ton prochain projet de film, le 7e pour la 7e année, qui va illustrer le 7e art. Que des 7. Alors moi, je ne suis pas tellement branché sur la numérologie, mais il y a peut-être un symbole du 7. En tout cas, le 7e art. C'est un nombre merveilleux, le 7. Bon, alors, je vais pas... C'est celui du maître. Alors, je ne vais pas m'en séparer. Alors, le prochain projet de film, écoute, je suis ravi que tu me donnes l'occasion d'en parler. Là, en fait, comme quasiment dans tous mes films, je ne vois même pas d'exception, il y a encore la présence philosophique. C'est-à-dire que là, je veux restaurer, redonner sa place d'honneur au grand philosophe Platon. Platon, il est très connu notamment, il est connu d'ailleurs, il est réputé comme étant presque le fondateur de la philosophie, ce que les gens oublient. Et il est connu pour son mythe de la caverne. Le mythe de la caverne. Et j'ai voulu un peu retravailler ce mythe de la caverne, qui est écrit en fait sur 3-4 pages brillantes, qui résument des choses très intéressantes, un peu comme la Boétie avec la servitude. Et en réalité, j'ai voulu inverser ça et toujours l'appliquer à la modernité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dépoussiérer un vieux philosophe millénaire, mais il s'agit de voir à quel point, comme Simone Weil ou comme Nietzsche ou comme Hegel, à quel point ces gens-là sont d'une actualité brûlante. Et en fait, je rappelle très rapidement pour les internautes qui ne connaissent pas forcément les mythologies de la caverne, mais j'en ai pour 2 minutes. Et après, ça va aller. Je regarde aussi le timing. On est dans les temps. On est dans les temps. La mythologie de la caverne, en fait, c'est l'histoire d'une caverne dans laquelle certains personnages sont pieds et mains liés, et sont simplement, depuis le début de leur existence, face au mur, au fond de la caverne, c'est-à-dire dans un noir absolu. Ils sont enchaînés, ils ne connaissent que ce paysage, ils ne connaissent que cette réalité, le mur noir de la caverne. Et puis arrive, par le jeu des grottes et des lumières et des réverbérations, des lumières et des gens qui viennent à l'intérieur de la caverne avec des torches. Ces torches, évidemment, ils ne les voient pas puisqu'ils sont dans des positions absolument rigides et ils ne peuvent voir que le mur. Par contre, les torches renvoient des lueurs d'ombre sur le mur au fond de la caverne. Ces lueurs ne sont pas la réalité, c'est les torches. Donc c'est toute une analyse subtile entre la réalité, la pseudo-réalité, l'apparence et l'illusion. Et en fait, j'ai pu reprendre cette mécanique en utilisant, alors c'est vrai que là j'utiliserai, ça va aller, on va être dans le bon timing, en réutilisant cela, mais en disant aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait si je veux faire une translation un peu comme en mathématiques. En fait, les gens, ils ne voient pas un mur noir au fond de la caverne, ils voient des écrans lumineux et scintillants. Ce sont les télévisions. Et en fait, les lanceurs d'alerte qui rentrent dans la caverne, eux, vont alors apporter un éveil et la lumière sur des vérités, sur des réalités qui sont tout autres que les télévisions les écrans sur lesquels ils sont abreuvés matin, midi et soir. Voilà. Oui. Alors, si on avait encore Tu as un titre déjà pour ce film ou pas encore? Le titre. Par contre, ce que j'aime bien faire à chaque émission comme ça, ou chaque interview, je pense que c'est très court, c'est quelques lignes, c'est de lire quelques lignes du scénario. Il faut rappeler simplement le contexte. Toujours un dieu éloigné sur une galaxie, il est très pratique. Il s'appelle à nouveau Demos Chronos. Et en fait, il fait ressusciter Platon. Parce qu'en fait, il fait le constat avec la distance. Justement, c'est toujours bien avec la distance du temps et la distance géographique que c'est quelque chose ne fonctionne pas correctement. Donc, il faut faire appel à Platon. Et Platon, il n'est pas très content après Platon parce que justement, il trouve qu'il aurait dû être beaucoup plus présent sur ce XXe siècle et XXIe. Et où étiez-vous? Donc, c'est une partie du scénario. Où étiez-vous donc, vous, Platon, vous, le maître de l'allégorie de la caverne? On ne vous a plus beaucoup vu depuis le XXe siècle, quand votre présence eût été si inestimable et aurait pu entraver, enrayer tous ces processus. Alors Platon lui répond: en effet, Demos Chronos, mon âme et mon esprit ont survécu et traversé des siècles. Je sais cela. On a même étudié mes œuvres presque partout dans le monde terrestre et de tout temps. Mais Demos Chronos, de ces œuvres, si j'en suis le créateur, le dépositaire, le souffle originel, en aucun cas je n'ai pu mesurer leur influence, ni leur bon emploi, ni leur saine infusion dans les esprits. On ne peut donc me blâmer si l'humanité n'a pas saisi cet outil d'alerte aussi puissant que mon allégorie de la caverne.
Voilà, un extrait du scénario. C'est pour mettre en appétit. Bravo, bravo, bravo. Alors, si la régie veut bien, avant qu'on se quitte, je fais une dernière diapositive pour rappeler tous les liens sur lesquels on peut te retrouver. Donc, il y a les liens de tes activités. Tu peux peut-être le dire et on va le publier sous le descriptif de l'émission sur le lien YouTube. D'accord. Donc, les plages de ton blog, c'est sur www.ab-sortir-découvrir.fr/partage au pluriel /activité au pluriel. Et puis, je te laisse dire celui de projection aussi. Alors, celui de projection, c'est un https://www.sortir-découvrir.fr/partage/projection. Dès qu'en fait on entre sur le blog découvrir.fr, il faut naviguer avec les onglets, activités, etc. Et on redécouvre tout ça. Et surtout en bas, c'est évidemment l'appel de fonds, car en réalité, ça démarre encore assez lentement. Là, j'ai besoin d'un certain fonds pour à la fois pouvoir distribuer des enveloppes aux intervenants, il y en aura quand même 4 ou 5, et puis moi-même faire des acquisitions matérielles qui sont assez coûteuses, puisque c'est quand même un film plus ambitieux qui va aussi intégrer des dernières fonctionnalités toutes fraîches de l'intelligence artificielle, qui n'a pas que des mauvais côtés. Alors, c'est un lien Papayou. C'est ça. Qui est www.papayou-com. .com/fr, ça c'est le générique, en fait, tous les liens de Papayou, qui sont tous les appels de fonds passent par ce lien générique, et derrière, collecte, et c'est là que c'est propre à cette réalisation d'une fiction en prise directe avec l'actualité. Alors, on va mettre ce lien donc dans la présentation de l'émission sur le lien YouTube, et puis on peut la retrouver également sur ton blog. Toutes les informations y sont. Pour nos amis internautes qui voudraient te retrouver, est-ce qu'on peut t'écrire si tu as une adresse mail, ou est-ce que c'est par le biais de ton blog qu'on peut communiquer avec toi? On peut faire appel à toi pour des visites, pour des conférences? Où peut-on voir tes films? Quand? Voilà, effectivement, alors ces questions-là, il faut les mettre. Par exemple, là, le 4 août, je vais organiser une visite du cimetière du Père-Lachaise, et c'est inscrit sur mon blog. C'est-à-dire que là, il y a même le lien qui permet de s'inscrire automatiquement. Mais effectivement, pour répondre à la première partie de ta question, il y a l'adresse mail liberté-vérité-justice@protonmail.com. Liberté, vérité, justice sont séparés par des tirets. Mais tout ça se trouve sur le blog. Le triptyque qui te caractérise est celui qui est le fil conducteur de toute ton œuvre et qui est le biais par lequel tu tires un trait d'union entre l'Antiquité et l'actualité d'aujourd'hui. Bravo, en tout cas. Et ce triptyque, liberté, vérité, justice. Merci, Jackie. Merci, Alexandre Melas, pour cette interview. Merci pour toutes les informations que tu nous as données. Et je pense que tous nos amis internautes auront apprécié, parce que je trouve que c'est passionnant de faire ce lien et d'actualiser l'Antiquité, finalement, qui est très présente de nos jours et qui nous montre un continuum dans notre humanité. Enfin, je trouve ça passionnant. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Alexandre. C'est moi qui te remercie. Bien, je te dis bonsoir, chers amis internautes. Je vous dis bonsoir, bonne soirée et à la semaine prochaine.